Bonjour. Bonjour. Salut. En français, s'il vous plaît. Alors, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai affiché un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai inscrit à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera répétée après passer à la période de questions. Les périodes de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais prendre une petite minute pour vous présenter notre équipe et nos valeurs. La plupart des gens, quand ils vont voir un fiscaliste, ce qu'ils s'attendent, c'est vraiment à une réduction d'impôts. Nous, ce qu'on croit chez FiscaPlus, c'est que les gens, quand ils vont voir un fiscaliste, méritent une approche plus globale. Alors, d'abord, ce qu'ils méritent, c'est d'avoir une planification qui va être conforme aux articles et à la loi fiscale canadienne. Ce point me permet de vous présenter Vincent Balgagnon, notre expert en conformité fiscale. En plus d'être conforme, ce qu'on veut, c'est qu'une planification tienne compte des besoins propres de chaque individu, parce qu'on le sait, pour 2 clients, pour la même situation, et bien même la solution peut être différente d'un client à l'autre. Alors, ce point me permet de vous présenter Manuel Vaillancourt aujourd'hui, qui tentera d'arrimer vos aspirations aux contraintes que la loi fiscale nous impose. Finalement, pour toute planification, on se doit de faire certaines hypothèses qui doivent être tant financières que comptables. Me permet de me présenter Simon Briassoin, expert en comptabilité et en finance. Aujourd'hui, maintenant que nous avons présenté notre équipe, on peut passer au mandat que vous nous avez confié. Alors, à l'ordre du jour, d'abord, on regardera l'offre que Eurolife vous a faite par rapport aux produits de pharmacie. Ensuite de ça, on regardera comment est-ce qu'on peut réorganiser votre entreprise pour obtenir une solution qui a de l'allure et qui se tienne. Ensuite de ça, nous traiterons divers points fiscaux. Nous regarderons le financement de la future acquisition et finalement, nous regarderons quels sont les professionnels à consulter pour faire toutes ces opérations. Alors, d'abord, l'offre qu'Eurolife vous a fait, c'est une offre qui est très alléchante. On le sait, Eurolife arrive au Canada, ce sont des très belles opportunités. En fait, en étant les premiers à embarquer avec eux, vous allez peut-être pouvoir mettre la même mise sur le marché montréalais, qui est un des plus gros au Québec. Donc ça vous donne vraiment un avantage concurrentiel, une grosse entrée, sauf que toutefois, il y a plusieurs menaces avec un tel investissement. D'abord, c'est un montant de 250 000 $ qui est non recouvrable. Donc ça, il faut le donner, puis on ne sait pas. Eurolife, c'est la première fois qu'elle s'établit au Québec. On ne sait pas à quoi s'attendre de leur performance future. Peut-être qu'ils ne seront pas capables de bien saisir les demandes du marché. Donc à ce niveau-là, peut-être que Eurolife, c'est plus risqué. Et puis, ce qu'on croit, c'est d'abord, on va regarder les recommandations, c'est que l'offre qui arrive à l'échéance le 15 janvier, c'est rapide. On est le 5 janvier, le 15 janvier, c'est la semaine prochaine ou l'autre d'après. Bref, ce qui fait en sorte que c'est très rapide. D'accepter une offre aussi rapidement, c'est quasiment de la vente sous pression. Pour vous, ça fait 1 mois que vous pouvez la considérer. Puis là, nous, on n'a même pas encore mis une structure fiscale appropriée en place pour traiter cette offre-là. Et on vous demanderait d'accepter cette offre-là dans 10 jours. Donc, on croit que c'est trop rapide. Donc, le premier point de négociation à faire avec Eurolife, serait de regarder la possibilité de repousser l'adhésion à Eurolife et prendre le temps en même temps de faire un plan d'affaires concret pour vous et de regarder peut-être les autres offres comme Pharmaprix, Jean Coutu, qui sont bien établies déjà au Québec et qui pourraient peut-être être des options plus alléchantes pour vous. Donc, aujourd'hui, la planification que nous allons faire, on va la faire en considérant que vous êtes prêt à faire un investissement dans une compagnie pharmaceutique. Par contre, on ne réservera pas cet investissement-là à Eurolife parce qu'on vous recommande de prendre plus de temps pour prendre votre décision. Finalement, le financement de cette acquisition-là ou de l'acquisition future sera présenté une fois qu'on aura présenté la structure globale de l'investissement. Par contre, il y a un petit point qu'on retient. D'abord, dans les offres de financement au-dessus d'Eurolife, c'est un petit point fiscal rapide, ils vous ont fait une offre de payer 20 000 $ de frais de déplacement. Donc, si vous voyez ça dans toutes les offres qu'on vous propose, eh bien, c'est peut-être pas un point qui est intéressant pour vous parce que si Eurolife vous donne 20 000 $ pour un déménagement, eh bien, c'est pas admissible comme perte relative au logement parce que vous avez un gain en capital latent sur votre domicile. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient vous s'ajouter à vos revenus et là, ça fait une inclusion fiscale. Donc, un point de négociation sur un tel élément, ce serait de tenter de réduire le prix de 20 000 $ plutôt que de payer le gros prix et de s'imposer par la suite sur un montant qui nous redonne. Donc, c'est le premier point à considérer. Donc, maintenant qu'on a vu un peu ce qui se passait avec Eurolife, on va regarder ce serait quoi la structure à mettre en place pour ces belles opportunités-là qui peuvent s'offrir à nous. Merci beaucoup, Simon.
Donc, d'abord, avant de parler de la structure qu'on vous propose de mettre en place, ce qu'on veut faire, c'est un bref retour sur votre situation familiale. Donc, on sait que vous êtes un pharmacien d'expérience et puis vous gagnez des revenus assez élevés. Vous êtes vraiment le soutien de la famille et puis votre femme et vos enfants ne gagnent aucun salaire. Donc, ce que nous, on va tenir en compte tout au long de la proposition, c'est vraiment tenter de régler cette problématique-là et puis de bénéficier de possibilités de fractionner du revenu avec votre femme et vos enfants. Donc, il y a plusieurs... au départ, ce que je vais faire, c'est vous montrer un organigramme de la situation actuelle. Donc, présentement, vous êtes directement propriétaire de Gestion Fontenelle et puis vous avez aussi des parts dans Gestion Mélanie, une compagnie de gestion qui appartient à votre sœur. Donc, si on peut revenir à la diapositive précédente. Donc, pour faire du fractionnement de revenus, il y a plusieurs possibilités. Donc, la première possibilité qui s'offre à vous, c'est vraiment de verser directement un salaire à votre conjointe ou à vos enfants. Vous nous avez expliqué que Nathalie était technicienne en comptabilité. Donc, dans la future entreprise que vous allez créer, ce serait facile pour vous de lui donner diverses tâches administratives ou faire de la tenue de livre et puis de lui verser un salaire. Donc, pour que ce soit admissible au niveau des autorités fiscales, il faut seulement que le salaire soit raisonnable par rapport aux services qui ont été offerts. Donc, on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où vos enfants sont payés 85 $ de l'heure pour faire du ménage dans les locaux de la pharmacie. Donc, en leur donnant des tâches et puis un salaire raisonnable avec ces tâches-là, c'est accepté et puis on peut bénéficier des paliers d'imposition plus faibles pour la femme et puis les enfants. La deuxième possibilité qui s'offre à vous, c'est vraiment de faire un remaniement du capital de votre société de gestion, d'utiliser un article que la loi nous permet, donc l'article 86. On remanie le capital et puis on émet des actions à dividendes discrétionnaires. Donc, à ce moment-là, on sait qu'un de vos enfants est aux études et puis votre femme peut avoir des besoins financiers pour payer les dépenses courantes de la famille. Donc, à ce moment-là, on émet un dividende aux enfants ou à la femme et puis le dividende est imposé dans leurs mains et puis on bénéficie encore des paliers d'impôt, d'imposition inférieurs et puis ça nous permet de fractionner le revenu et puis de réduire l'impôt global qui est payé par la famille. Par contre, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'utiliser la fiducie familiale discrétionnaire. Donc, au départ, ce que je vais faire, c'est vous expliquer un peu le fonctionnement d'une fiducie. Il y a plusieurs aspects à faire attention quand on crée une fiducie familiale discrétionnaire. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment que le constituant de la fiducie ne soit pas en même temps bénéficiaire, ou sinon la fiducie est caduque. Et puis, de plus, tous les actifs qui vont entrer dans la fiducie doivent entrer à la juste valeur marchande si on veut que la fiducie soit efficace. Donc, le constituant, ce qu'on vous propose de faire, c'est vraiment que nous, on soit constituant ou un professionnel qui est consulté par la famille, soit votre comptable ou votre notaire. Ensuite de ça, il y a un acte de fiducie qui va être rédigé. Cet acte de fiducie-là va être les balises pour les fiduciaires afin de gérer les actifs qui sont dans la fiducie dans le meilleur des intérêts des bénéficiaires. Et puis, en vous plaçant comme fiduciaire, vous, votre femme et puis un tiers, un ami de la famille, dans le fond, qui pourrait être la troisième personne comme fiduciaire, vous allez avoir une souplesse dans la distribution des revenus générés par les placements dans la fiducie et puis aussi une souplesse dans l'attribution de ces actifs-là une fois la dissolution de la fiducie. Et puis quand la fiducie va être dissoute, c'est important de mentionner que les actifs sortent de la fiducie sans aucun impact fiscal et puis ça nous permet dans cette situation-là de multiplier les déductions pour gain en capital. La déduction pour gain en capital, c'est vraiment un incitatif qui est offert par les autorités pour l'investissement dans les petites entreprises qui doivent répondre à certains critères que mon collègue Vincent va vous présenter un peu plus tard dans la présentation. Et puis, ce qui est important de retenir de tout ça, c'est que chaque individu a droit au moins une fois dans sa vie de se voir déduire 750 000 $ de gains en capital. Donc, en utilisant la fiducie et en étant votre femme, vous, vos enfants et vos petits-enfants à venir comme bénéficiaires, ça vous permet de multiplier cette déduction de 750 000 $ là par 5, voire plus.
Donc, on a vu la situation actuelle. Nous, ce qu'on vous propose comme situation visée, c'est vraiment de conserver Gestion Fontenelle. Vous nous aviez parlé un peu de votre immeuble locatif qui est dans Gestion Fontenelle. C'est Vincent qui va vous en discuter plus longuement par la suite. Donc, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait souscrire les actions ordinaires par la fiducie. On peut le faire par appel d'émission où la fiducie peut obtenir un prêt d'un montant, là, on pourrait dire de 100 $ d'une personne non liée avec un taux d'intérêt pour pouvoir souscrire aux actions et ainsi les acheter à leur juste valeur marchande. Comme c'est des actions nouvellement émises de Pharmaco avec un PBR de 100 $, c'est facile d'arriver à ses fins. Ensuite de ça, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'investir le montant en même Gestion Fontenelle. Donc, ce que ça permet, c'est vraiment de réduire l'impôt qui est payé, parce que si vous l'investissez personnellement, vous allez devoir retirer les fonds de Gestion Fontenelle, payer de l'impôt sur le dividende et ensuite investir dans Pharmaco. Tandis que si vous le faites en même Gestion Fontenelle, ça permet d'éviter l'impôt à payer et puis de maximiser les sommes à investir dans Pharmaco. Ensuite de ça, on vous a mis une catégorie d'actions à dividendes discrétionnaires. Si jamais Gestion Fontenelle avait des besoins de liquidité, ce serait facile de lui verser des dividendes via cette catégorie d'actions-là. Et puis, des actions de contrôle pour vous assurer de garder le contrôle sur l'entreprise, peu importe qu'est-ce qui adviendra dans le futur. Et puis, aussi, pour conserver le contrôle, même s'il y a d'autres personnes impliquées dans la fiducie. Donc maintenant que je vous ai expliqué notre structure qu'on vous propose, je vais laisser Vincent vous parler des divers points fiscaux que vous nous avez demandé de traiter. Merci beaucoup, Manuel. Premièrement, vous avez eu des sages conseils de la part d'une avocate. Quand vous parle de faire de la protection d'actifs, effectivement, comme vous faites présentement à faire dans les logements, il y a toujours des possibilités d'accident. La protection d'actifs, c'est important parce que votre responsabilité personnelle peut monter à beaucoup de dollars et vous faire perdre en fait tous vos placements que vous avez présentement dans la compagnie. Cependant, je tiens à vous préciser que c'est loin d'être la seule solution. Il y en a même une qu'on va vous proposer qui est peut-être plus avantageuse et plus simple, qui consiste à avoir une assurance en responsabilité civile. Les assureurs offrent des assurances en responsabilité civile qui peuvent couvrir des montants de plusieurs dizaines de millions de dollars et qui pourraient vous permettre de couvrir efficacement toutes les responsabilités civiles qui pourraient vous être attribuées. Ces polices-là sont habituellement peu dispendieuses, surtout si, par exemple, votre bâtiment est bien entretenu, si vous êtes dans un bon secteur, si vous avez un bon historique. Donc, ce serait la chose qu'on vous recommanderait principalement. Cependant, on vous laisse les options ouvertes. On vous présente ici les roulements qui sont possibles. Il est possible de rouler seulement le bâtiment dans une nouvelle compagnie de gestion ou de rouler tous les placements. Comme vous êtes battu avec l'ARC et que vous avez perdu, le revenu qui est déclaré sur les bâtiments, c'est du revenu d'entreprise. Donc, ce revenu-là peut vous rendre admissible à la déduction pour gain en capital aussi. Si jamais on sortait tous les revenus, tous les placements de l'entreprise deviendrait admissible à la déduction pour gain en capital parce que vous détenez déjà les biens depuis plus de 12 ans. Si jamais vous rouliez votre bien dans une autre entreprise, ça prendrait 2 ans. Sauf qu'on ne vous le recommande pas. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas réellement vendre votre gestion. Vous allez plutôt cristalliser, qui est l'option de prendre la DGC sur des actions sans disposer de l'entreprise. Sauf que ça ne la monnaie pas. Ça ne vous donne pas d'argent sonnant et trébuchant dans vos poches, et c'est ça qu'on veut. Donc, on ne vous le recommande pas, on va vous recommander plutôt de la prendre sur votre opérante par le biais de votre fiducie. Ça va être possible même de la multiplier par 5, par 6. Donc, c'est pas l'option qu'on recommande. Donc, les critères de la DGC, rapidement, il faut être une société privée sous contrôle canadien. Vous êtes des résidents canadiens, ça va. Il faut 2 ans de détention des actions. Aussi, il faut que pendant 2 ans, la compagnie ait au moins 50% d'actifs admissibles. Ces actifs-là admissibles servent à faire du revenu d'entreprise exploité activement au Canada. Donc, par exemple, votre bâtiment, comme l'ARC, s'est évertué à prouver que c'était. Donc, pour votre opérante, par exemple, c'est votre revenu de pharmacie et tout ça, c'est du revenu admissible. Donc, c'est probablement rencontré. Et il y a la règle de 90% la journée de la vente. Donc, cette fameuse poursuite avec l'ARC vous a amené plusieurs coûts. Ces coûts-là, on va en parler un peu. Les frais d'opposition, premièrement, malheureusement, ce n'est pas déductible parce que ce n'est pas fait à l'encontre pour recouvrer des salaires. Donc, on va oublier la déductibilité pour les frais d'opposition. Les impôts, comme toujours, c'est habituel, ne sont pas déductibles du revenu imposable, sinon ça ferait un cercle infini. Les intérêts payés au fisc ainsi que les pénalités, malheureusement, ne sont pas
déductibles non plus. Cependant, si le fisc vous paye des intérêts, ils seront imposables. La créance de votre ami, il y a un ami qui est présentement dans le trouble. Elle risque de ne pas pouvoir rembourser votre créance. Donc, il n'y a pas de problème. C'est certain que vous êtes un créancier ordinaire, donc vous êtes dans les derniers à aller chercher le reliquat de l'entreprise avant les actionnaires ordinaires et privilégiés. Donc, ça se peut qu'il ne vous reste pas grand-chose. Cependant, bonne nouvelle, si c'était des actions de SEPE, c'est les mêmes critères que la DGC, en fait. Vous êtes capable de prendre une perte déductible au titre de placement en entreprise. Ce que cette perte-là vous permet de faire, c'est de déduire cette perte-là contre toute source de revenus au lieu de la déduire seulement contre les gains en capital, ce qui est donc beaucoup plus avantageux. Il y a même un peu plus de souplesse. Par exemple, si l'entreprise ne rencontre pas la journée même de la disposition, parce que vous allez faire un choix pour disposer de façon réputée vos placements, le choix de l'article 51, bien, vous pouvez aller regarder dans les 12 derniers mois, n'importe quelle date où elle rencontre, paf, c'est admissible. Bien fun. Pour le rachat des actions de votre sœur, il y a 3 options qui s'offrent à vous. Rachat par l'entreprise, rachat par Mélanie directement, ou un roulement et un rachat par intercompagnie. Donc, on voit que le rachat par la compagnie donne le plus gros taux d'impôt immédiat. Pourquoi le plus gros taux d'impôt immédiat? Parce que c'est du dividende réputé, parce qu'ils ont une valeur de rachat de 10 000 $, mais seulement un capital versé, qui est le montant que vous avez donné pour vos actions à l'origine, de 500 $. Donc ça, c'est imposé environ 36 %, ça me donne une facture d'impôt de 3 420 $. Cependant, si Mélanie décide de racheter vos actions, vous allez payer du gain en capital plutôt que du dividende réputé, ce qui vous permet d'atteindre un taux d'imposition d'environ 24 %, ce qui va vous donner 2 280 $. Il y a une option plus compliquée, et sincèrement, je ne vous la recommande pas parce qu'elle va créer de l'impôt de la partie 4, mais elle ne vous crée aucun impôt immédiat à vous. Ce serait de rouler vos actions dans une compagnie et puis de faire un rachat intersociété. On va passer vite là-dessus parce que c'est pas très avantageux. Donc, ce qu'on vous recommande, nous, c'est de faire l'achat, que Mélanie rachète les actions elle-même, ce qui va vous donner du gain en capital. Le rendu là, c'est de savoir à quel point Mélanie veut vous avantager. Parce que si elle veut vous avantager au maximum, on pourrait même retirer le CEV de 500 $, libre d'impôt avant de faire racheter les actions, ce qui vous donnerait en plus de 500 $ libre d'impôt avant de vous faire racheter et de payer l'impôt seulement sur le gain en capital. Ça prend un avantage d'imposition immédiate, évidemment. Pour les MRTD, CDC, premièrement, CDC, vous avez 37 000 $. Cet argent-là, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui peut sortir immédiatement de la compagnie sans imposition. Ça peut être très intéressant, c'est une source de revenus un peu gratuite, en fait, parce que vous avez déjà payé l'impôt dessus. Mais c'est peut-être pas le moment présentement parce que vous allez investir dans votre pharmaco. Peut-être que vous voulez garder les liquidités pour le moment, mais c'est toujours une possibilité si vous voulez sortir des fonds de commencer par le CDC parce que si vous faites des pertes en capital, ça le réduit, puis vous pouvez en prendre un. IMRTD, on vérifie l'existence de solde. Vous nous avez fait part d'aucun solde d'IMRTD dans votre entreprise. Pourtant, j'ai vu que vous aviez beaucoup de revenus de biens. Donc, probablement qu'il y a des soldes d'IMRTD restants dans la compagnie. Donc, lorsque vous versez des dividendes, à chaque 3 $, le fisc vous rembourse 1 $. Donc, c'est avantageux de verser des dividendes quand il y a de l'IMRTD. Donc, juste vérifier, peut-être, on va confirmer avec les autorités fiscales, savoir s'il y a possibilité d'avoir de l'IMRTD. L'avance aux actionnaires, présentement, vous en avez une sur 2 bilans. C'est un problème. Même si le montant a varié, on pourrait dire que vous l'avez tout remboursé et vous en avez repris une série de transactions, ça égale à une seule transaction pour le fisc. Donc, c'est un avantage imposable pour l'actionnaire, c'est déductible pour la société. Ça va être l'inverse si jamais l'actionnaire décide de rembourser le montant. Maintenant, plus de votre côté personnel, on voit que vous ne cotisez pas le maximum à vos REER. Étant donné votre taux d'imposition marginal très élevé, ça serait vraiment le temps de commencer à faire ça, parce que c'est un excellent mécanisme de rapport d'impôt, ça vous permet de planifier votre retraite. De plus, on va vous recommander de cotiser à celle de votre conjointe, parce que présentement, elle n'a aucun revenu. Ça va permettre un meilleur fractionnement des revenus de pension à votre retraite. Pour le CELI, d'après nos calculs, il y a des cotisations excédentaires dans le CELI, à moins qu'il y ait eu beaucoup de transactions d'achat-vente dans le CELI, ça pourrait être possible, il faudra analyser. Mais on a vu qu'il y avait à peu près un excédent de 14 900 $ sur le PBR des actions. Donc, il va falloir retirer cet argent-là, sinon on s'impose un impôt spécial d'1 % par mois. C'est assez plat. Et pour vos enfants, vous avez parlé avoir pour 200 000 $ de frais de scolarité à payer. C'est très cher. Les RE et E sont là pour vous. En fait, les gouvernements donnent des subventions aux gens qui cotisent au RE et E, autant le provincial que le fédéral.
Pour votre allocation automobile, vous êtes tout près du montant raisonnable, mais vous n'êtes pas dedans, en fait. Parce que c'est 54 et 48 cents en 2013 et 57 et 47 en 2012. Donc, le montant pour vous qui est supplémentaire à ça va être imposable pour vous. En fait, et l'allocation au complet pour votre entreprise ne sera pas, pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ne sera pas déductible. C'est possible d'argumenter avec l'ARC. Il y a déjà eu des cas où on a prouvé que c'était raisonnable de payer plus parce que ça reste seulement une position administrative. Mais je vous conseille d'y aller directement. Donc, je vais laisser la parole à Simon qui va vous parler du financement. Rapidement, le financement, par manque de temps, on va accélérer un petit peu. Mais ce qu'on constate, c'est pour aller chercher le maximum d'argent possible dans votre compagnie, la nouvelle compagnie qui servira potentiellement à acheter Eurolife ou une autre compagnie pharmaceutique, bien les sources de revenus qu'on a trouvées à aller chercher. D'abord, vous pourriez investir 64 400 $. Ça, le détail est à l'annexe 2 que vous avez documenté papier si vous voulez regarder. Là. Il y a un 64 400 $ qui sera possible d'investir à partir de vos fonds propres. Ça, on recommande de le faire via des actions de Pharmaco à un CV élevé. Donc, ça vous permettra de retirer libre d'impôt rapidement. Ensuite, dans votre compagnie, on voit que il y aurait des moyens d'aller chercher des sources de financement. D'abord, en disposant de vos placements, dans le détail des calculs, on voit l'impôt qui a été calculé sur chacun des gains latents en capital. Ça vous donnera un montant de 500 000 que vous pouvez retirer. Et le total de tout, vous avez 564 000 que vous pouvez retirer. Ben c'est ça, finalement, rapidement, on va vous présenter la dernière diapositive, c'est les professionnels à consulter pour la suite des choses. Puis on vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais poser la première question. Dans le fond, ça va vous permettre de continuer un peu tout ce que vous étiez lancé pour le financement. Mais M. Fontenelle ne désire pas vendre ses placements. Est-ce qu'il y a une autre possibilité pour obtenir du financement? C'est ça, dans le fond, il y a une ligne. Par exemple, le montant est moins élevé, là, mais vous remarquez dans le calcul, portion entreprise, il y a une ligne, je pense que c'est environ 100 000 $ qui a possibilité d'aller chercher sur un endettement supplémentaire dans sa compagnie. En fait, le taux maximal d'emprunt logique, c'est environ 75 %. Donc, en allant chercher ce 75 % d'endettement-là, il serait capable d'aller chercher un montant de 100 000 $ supplémentaire. On n'a pas regardé, mais probablement dans son bilan personnel aussi, il y a la possibilité d'aller chercher de l'endettement supplémentaire pour faire ça. Puis ensuite, une fois dans la compagnie, il y aura possibilité d'utiliser ce levier-là sur de l'argent déjà mis pour aller chercher de l'argent supplémentaire. Puis quel serait l'avantage d'obtenir du financement externe au lieu de disposer des placements au niveau fiscal simplement? Quand on va chercher du financement externe, on va être capable de déduire les intérêts, tandis que c'est pas mal ça le principal avantage finalement. Là. Puis aussi sur la disposition des placements, on a remarqué qu'il y avait du gain en capital, donc à ce moment-là, ça réduit aussi l'impôt à payer dans la compagnie sur le gain en capital. Donc c'est deux avantages considérables. J'avais une question par rapport au rachat des actions dans la compagnie de Mélanie Fontenelle. Vous avez parlé qu'il y avait l'option du rachat par la compagnie et la vente directement à Mélanie. Est-ce que vous avez analysé l'optique que Mélanie ne répète pas les fonds pour acheter les actions? Ce serait quoi ces options dans ce temps-là? Mais en fait, elle pourrait elle-même emprunter. Si réellement Mélanie n'a pas les fonds, mais elle désire acheter les actions, elle pourrait se verser un dividende par sa compagnie, payer, elle pourrait aller emprunter, elle pourrait demander de l'argent à un proche. Il y a toutes sortes de façons pour elle de se financer. De toute façon, le montant est faible. C'est seulement 10 000 $ pour quelqu'un qui a une compagnie de gestion. Probablement qu'il y a les moyens d'aller chercher les fonds assez facilement. Et c'est pas mal ça, en fait. Mélanie, si elle désire réellement racheter des actions, parce que pour elle, c'est plus avantageux qu'ils soient rachetés par la compagnie. Ça dépend juste de l'entente, en fait, qu'il y a dans les actionnaires. Puis aussi, ce qu'il y a dans la convention. Est-ce que les actions sont seulement rachetables de gré à gré, rachetables au gré du détenteur? Ça dépend toujours. Donc, c'est en fait une discussion qui va devoir y avoir entre Mélanie et monsieur. Puis aussi, si Mélanie emprunte pour racheter les actions, les intérêts sur l'emprunt seront déductibles étant donné que c'est pour un investissement. Donc, c'est avantageux pour elle aussi à ce niveau-là. Vous avez parlé d'une certaine déduction gain en capital. Est-ce que je peux utiliser mon placement dans la compagnie Masson?
Ben, à ce moment-là, il faudrait que la compagnie réponde aux critères que Vincent vous a mentionnés dans sa présentation. Dans ce que vous nous avez donné comme information, on n'avait pas assez d'informations pour valider ça, on n'avait pas de bilan, mais si vous nous fournissez l'information, on pourrait vérifier le tout. Ça complète, je crois, nos questions. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.